La police arriva à l'entrepôt abandonné après avoir reçu un appel étrange. Les ouvriers qui effectuaient une inspection du terrain découvrirent un objet inhabituel qui attira leur attention. À première vue, c'était juste une boîte oubliée, rien de remarquable. Mais quelque chose dans son apparence les mit en alerte. En réponse à l'appel, plusieurs officiers arrivèrent sur les lieux de l'incident. Lors de l'inspection de l'entrepôt, ils trouvèrent une grande boîte en carton. À l'extérieur étaient visibles des taches brunes et sur les côtés, il y avait un symbole étrange. Ce signe attira immédiatement l'attention, bien que personne ne pût expliquer ce qu'il pourrait signifier. Cependant, sa présence, ainsi que les taches, suggéraient que quelque chose de sérieux pourrait être caché là. Quand les spécialistes sur place effectuèrent le premier test, le résultat fut alarmant. Les taches étaient vraiment du sang. À ce moment, il devint clair que l'entrepôt était une scène de crime. Tout indiquait que la boîte pourrait être liée à quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'un simple objet oublié. Les officiers commencèrent à ouvrir la boîte. Cela fut fait lentement, soigneusement, pour ne pas endommager le contenu. Quand le couvercle se leva, un corps fut trouvé à l'intérieur. C'était une jeune femme dont le visage semblait familier. Il était difficile de dire ce qui s'était exactement passé, mais il devint immédiatement clair que ce qu'ils avaient trouvé n'était pas une coïncidence. Tout ce qui se passait dans l'entrepôt indiquait un crime sérieux. Et bien que cette découverte ait donné une réponse à la première question, elle en généra de nouvelles. Il fallait maintenant découvrir qui elle était, comment elle était arrivée là et ce qui se cachait derrière sa disparition. Quand l'identification fut terminée, tous les détails qui paraissaient auparavant distants et impersonnels devinrent finalement réels. Les officiers debout à côté de la mère ne purent s'empêcher de remarquer comment son visage change au moment où elle confirme « C'est sa fille ». Leila, 8 ans. Ce nom qui venait de devenir non seulement un cachet triste dans un rapport, mais un témoignage vivant et personnel d'une réalité terrible. La mère, comme tous dans la petite ville, semblait faire partie de la vie normale et quotidienne. Son nom était familier aux voisins. Elle, comme la plupart des gens ici, à Edmonton, avait un travail ordinaire, vivait dans une petite maison en périphérie. Les hommes dans la construction et les femmes dans les magasins parlaient d'elle comme d'une mère bonne et aimante. Tout était comme cela devrait être dans une ville tranquille et paisible. Leila allait à l'école, jouait avec les enfants voisins, et les week-ends, toute la famille passait souvent du temps au parc. C'était un monde où il n'y avait pas de place pour la tragédie. La famille de Leila, mère et frère aîné, Max, classe moyenne, comme la plupart des gens dans cette région. Il n'était pas célèbre, ne se distinguait par rien de spécial, mais n'avait pas non plus de problème dont les voisins auraient parlé. Une famille ordinaire, où personne ne s'attendait à voir un drame comme celui qui s'était produit. La vie de Leila était pareille à celle d'autres enfants de son âge. Moments de joie, jeux avec des amis, préoccupations simples. Tout cela fut soudainement interrompu en un instant. Les policiers commencèrent à vérifier les données. Quelqu'un en désespoir tentait de trouver au moins une explication de comment cela aurait pu arriver. Leila avait disparu. Mais à ce moment, personne ne savait que précisément cette disparition mènerait éventuellement à cet endroit. Des groupes de recherche, inquiets des événements, continuèrent à la chercher, mais sans indice concret. Et dès que l'identification fut terminée, les policiers consultèrent la base de données. La vérification par le nom Leila confirma que 2 jours avant, le 1er mai, un rapport de disparition avait été enregistré. Cela signifiait que la famille avait cherché la police, mais alors il n'y avait pas encore de compréhension que cela arriverait. Maintenant, l'affaire était bouclée. La disparition et cette horrible découverte étaient connectées. Tout ce qui avait commencé comme un problème ordinaire se transforma soudain en quelque chose de beaucoup plus sombre. La terrible vérité devint évidente. Leila avait disparu et sa disparition ne fut pas accidentelle. Les dernières actions de Leila furent enregistrées.
vers 14 heures, le 1er mai. C'est exactement à ce moment qu'elle sortit de chez elle, décidant d'aller au parc local. La mère de Leila, qui était à la maison au moment de la disparition, dit que sa fille planifiait souvent d'aller au parc pour jouer avec des amis. C'était un plan ordinaire, pareil à beaucoup d'autres plans que Leila faisait tous les jours. L'attente qu'elle reviendrait dans quelques heures était absolument normale, car ses rencontres avec des amis lui apportaient toujours de la joie. Mais cette fois, quelque chose tourna mal. Selon la mère, Leila ne revint jamais à la maison. Le temps passa, et l'inquiétude commença à grandir. Au début, cela semblait trivial, car la fillette aurait pu être en retard, avoir simplement perdu la notion du temps en jouant au parc. Mais la nuit approchait, et l'anxiété devenait plus forte. Le lendemain, la police commença à interroger des témoins, essayant de découvrir si Leila était arrivée au parc. Cette étape fut logique. Vérifier si elle était à destination, car de tels détails pourraient nous donner une clé pour résoudre sa disparition. Les amis avec qui elle devait se rencontrer au parc confirmèrent que Leila n'apparut pas. Cela confirma les pires craintes. La fillette n'arriva pas au parc, et quelque chose se passa en chemin. La police commença à resserrer l'étau, essayant de comprendre où elle pourrait être, et pourquoi elle n'était pas à l'endroit où tous s'attendaient à la voir. Cette information apporta encore plus d'incertitude, nourrissant des soupçons sur un possible arrière-plan criminel dans la disparition. À la fin de la soirée du même jour, la mère de Leila s'adressa à la police. Le rapport fut accepté et le processus officiel commença. Cela devint le moment décisif. L'inquiétude de la mère se transforma en enquête officielle. À ce moment, il n'y avait pas encore de preuves de disparition forcée, mais l'incertitude, l'absence d'indices et les témoignages des amis commencèrent à former un tableau inquiétant. Leila fut enregistrée sur la liste des disparus. Le matin suivant, les recherches commencèrent. Au début, ce furent des actions standards. Interrogatoire de résidents locaux, recherche dans la région, vérification de toutes les routes possibles que la fillette aurait pu choisir. Le temps passait et les recherches devenaient de plus en plus tendues. La police mobilisa de plus en plus de ressources, mais dans les premiers jours, pas la moindre trace ne fut trouvée qui aurait pu donner une explication de ce qui se passait. À ce moment, une nouvelle phase de l'enquête commença. La question de ce qui était arrivé à Leila fut posée ouvertement. La disparition, qui avait commencé comme un accident malheureux ou un retard banal, devenait maintenant de plus en plus mystérieuse et sombre. Mais à ce moment, personne ne savait encore que d'horribles révélations étaient cachées en avant, qui mèneraient à la découverte qui ébranla toute la ville. Dès que l'affaire fut enregistrée à la police, l'enquête commença à grande échelle. La police commença immédiatement les étapes standards. Interrogatoire de parents, amis de Leila et tous ceux qui pourraient savoir ce qui s'était passé. En ces jours, c'était un processus ordinaire. Ils vérifièrent chaque pas de la fillette, son chemin vers le parc, demandèrent aux voisins, passants, essayèrent d'établir si quelqu'un l'avait vue pour la dernière fois dans d'autres endroits. Tous ces efforts, bien qu'ils semblent évidents, ne donnèrent pas de résultats significatifs. Les parents de Leila furent interrogés et le premier jour, rien ne fut trouvé qui aurait pu indiquer quelque étrangeté dans le comportement de la fillette ou des circonstances spéciales de sa disparition. Les voisins avec qui Leila était connue ne purent non plus fournir rien de nouveau. Tous disaient la même chose. Elle était simplement allée au parc, comme avant. Elle n'avait rapporté aucun problème ou situation inhabituelle. Le parc n'était pas loin et il n'y avait pas de signes alarmants. Ensuite, la police envoya un groupe de personnes pour fouiller la région. Ils inclurent toutes les routes possibles par lesquelles Leila aurait pu passer. Furent examinées les cours voisines, parcs, bâtiments abandonnés, tout ce qui pouvait seulement être vérifié. Mais même malgré les recherches minutieuses, ils ne trouvèrent pas de traces de la fillette. Le jour suivant, l'enquête commença à attirer plus d'attention. La police décida d'utiliser des caméras de surveillance dans la région. Des demandes pour obtenir des enregistrements furent envoyées aux bâtiments les plus proches, magasins, endroits
où pourrait être installé un système de vidéosurveillance. Mais ici, comme cela arrive fréquemment dans des cas similaires, un problème surgit. Il s'avéra que la plupart des caméras ne fonctionnaient pas, et celles qui étaient allumées n'enregistraient pas les zones nécessaires. Cela créa des difficultés significatives pour l'enquête. La tâche d'obtenir au moins une image qui pourrait aider dans les recherches semblait pratiquement impossible. Cependant, dans l'un des bâtiments, situé près de l'entrepôt, un enregistrement fut obtenu, mais sa qualité laissait à désirer. Ce fut la dernière et, comme il se révéla, unique piste. Les spécialistes commencèrent à étudier l'enregistrement de la caméra, qui ne montrait que des silhouettes indistinctes, mais cela fut suffisant pour prêter attention à quelques détails. Le spécialiste, responsable du décodage de l'enregistrement, examinait les images, essayant de comprendre ce qu'exactement la caméra avait capturé. Le fichier vidéo était de basse qualité, images floues, mais plusieurs figures à l'écran commencèrent à attirer l'attention. Dans l'enregistrement, 2 silhouettes sont visibles. L'une d'elles, un homme adulte. La seconde, une personne de plus petite stature. Le mouvement dans l'image indique qu'il se dirige vers l'entrepôt, où le corps fut trouvé par la suite. Il est important que ces silhouettes se déplaçaient dans cette direction, qui pourrait très bien être liée au lieu de l'incident. Ce fut un détail important. Malgré la mauvaise qualité de l'enregistrement, il devint la première preuve réelle dans l'enquête qui pourrait donner le départ à de nouveaux pas. Rien n'était encore clair avec certitude. Mais maintenant, devant les policiers, se trouvait une question concrète. Qui sont ces personnes? Et quelle était leur connexion avec la disparition de Leila? L'enregistrement de la caméra devint un élément clé qui indiqua la direction de l'enquête. Et bien que sa valeur restât questionnable en raison du manque de clarté, le fait que des moments importants y furent enregistrés devint un tournant dans cette affaire. Les enquêteurs comprenaient qu'ils devraient maintenant étudier soigneusement les connexions possibles de cet homme avec la disparition de Leila. Après que les spécialistes eurent étudié l'enregistrement de la caméra, toute l'attention se porta sur le suspect possible. Considérant que la qualité de la vidéo laissait à désirer et que les silhouettes dans l'enregistrement étaient en flou, l'espoir d'identification directe était faible. Le visage de l'homme, capturé dans les images, était méconnaissable. Tout ce qui était visible, c'était des figures allant vers l'entrepôt, mais aucun signe clair qui pourrait aider à l'identification. L'enregistrement fut présenté à la mère de Leila. Elle suivit chaque image le cœur serré, essayant de reconnaître la personne d'une manière ou d'une autre. Plusieurs fois, elle regarda cette vidéo, mais chaque fois que l'attention se portait sur les silhouettes, tout ce qu'elle parvenait à voir, seulement des contours sombres et des mouvements brusques. À un moment donné, la mère commença à se fixer sur de petits, mais néanmoins perceptibles détails. Elle arrêta la vidéo, agrandissant l'image, et commença à observer la démarche de l'homme. La façon de marcher lui sembla familière. À l'écran était visible une posture caractéristique, une manière de se déplacer qui ne lui était pas étrangère. La mère de Leila ne pouvait pas expliquer exactement ce que cet homme lui rappelait, mais son intuition suggéra qu'elle avait vu une démarche similaire quelque part dans les environs. À chaque nouveau visionnage, elle se convainquait que c'était quelqu'un qu'elle connaissait. Après quelques minutes de réflexion, elle dit « C'est lui, c'est notre voisin ». Ce fut une conclusion assez subjective, mais elle sentait que ce n'était pas seulement une coïncidence. Peut-être la démarche qui restait dans la mémoire pourrait-elle donner aux policiers l'indice nécessaire. Sa certitude que l'homme dans l'enregistrement était connu mena l'enquête à une nouvelle étape. La mère mentionna le nom du voisin, James. Ils vivaient à seulement 100 mètres de leur maison et ils se croisaient fréquemment dans la rue. C'était un homme d'âge moyen, tranquille, et rien ne se distinguait de sa vie ordinaire. Il connaissait même la famille de Leila, bien qu'il ne fût pas un ami proche. James, comme beaucoup d'autres, était l'un de ces voisins que peu remarqueraient s'il n'y avait pas eu ce moment étrange dans la vidéo. La police inclut immédiatement son nom dans le protocole. La proximité géographique de James à la maison de Leila et son apparition soudaine dans l'enregistrement ajoutaient du poids aux soupçons. Ce fut une coïncidence importante, qui fit que les enquêteurs se concentrèrent sur lui. Bien sûr, ce n'était que la première supposition,
et l'enquête ne pouvait pas immédiatement affirmer qu'il était coupable. Mais sa figure dans la vidéo et sa connexion avec le lieu de l'incident étaient maintenant devenues évidentes. James devint le premier suspect dans l'affaire. Bien que les preuves de sa culpabilité n'existassent pas encore à ce moment, il se retrouva au centre des attentions. Les soupçons étaient au fondé. Une personne, vivant si près, quelqu'un qui pourrait savoir où aller et quoi faire. S'il voulait cacher ses traces, cela fut suffisant pour commencer l'enquête plus attentivement. L'enquête passa à collecter des données supplémentaires sur James. La police commença à vérifier ses connexions possibles avec la famille de Leila, ainsi qu'à étudier son comportement dans les dernières semaines. Qui était-il? Depuis combien de temps vivait-il près d'eux? Avait-il des problèmes? Cette personne, qui était complètement imperceptible jusqu'alors, devint le centre d'attention de l'enquête. Le soupçon fut établi, mais pour l'instant, James restait seulement suspect. Devant la police se trouvait la question: que faire ensuite? Comment prouver que c'était exactement lui qui était lié à la disparition de Leila? Les réponses à ces questions dépendaient de quelles preuves et témoignages il parviendrait à collecter dans un futur proche. Après que l'affaire passa à une phase plus active, toute l'attention de l'enquête fut dirigée vers l'analyse des preuves trouvées. La tâche principale était de comprendre ce qui pourrait donner des indices supplémentaires sur ce qui s'était passé. L'une des étapes les plus importantes, c'est la conclusion du médecin légiste, qui pourrait répondre aux principales questions. Comment exactement l'incident s'était produit et ce qui aurait pu mener à une telle tragédie? Le spécialiste examina soigneusement toutes les traces possibles sur le corps et fit la conclusion. Il n'y avait pas de signe de lutte. Cela semblait étrange, surtout considérant que la disparition était arrivée en lieu ouvert, et la fille aurait pu rencontrer quelqu'un sur son chemin. Normalement, de tels incidents sont accompagnés d'au moins une lutte minimale ou des traces de résistance. Cependant, ils eurent beau chercher, pas une égratignure caractéristique ou blessure indiquant une défense active ne fut trouvée. La cause de la mort fut établie comme asphyxie, étranglement. Cela signifiait que l'attaque fut rapide et décisive, et très probablement arriva au moment où la victime n'attendait pas de danger. Cependant, l'absence de traces de lutte soulevait plus de questions qu'elle ne donnait de réponses. Il était évident que ce crime ne fut pas spontané. Quelqu'un savait comment s'approcher et quoi faire pour ne pas éveiller les soupçons. Tout indiquait que le criminel agit avec confiance et méthodiquement. Cela transformait l'affaire en quelque chose de plus complexe qu'un simple incident. Et maintenant, quand les principaux résultats de l'expertise devinrent connus, l'attention de l'enquête se porta sur le symbole qui était dessiné sur la boîte où Leila fut trouvée. Le symbole devint un repère important dans l'enquête. C'était une marque mystérieuse qui attirait l'attention de tous ceux qui la voyaient. Beaucoup de spécialistes commencèrent à travailler avec cet élément. La police envoya l'image pour expertise dans des laboratoires criminalistiques ainsi qu'à des spécialistes en culte. Les attentes étaient élevées. Peut-être le symbole faisait-il partie d'une pratique religieuse ou occulte connue, ce qui pourrait donner des indices supplémentaires sur les motifs du criminel. Cependant, toutes les recherches dans les bases de données existantes ne menèrent pas à des résultats. Le symbole ne fut trouvé dans aucun des groupes connus liés à de telles pratiques. Une telle découverte embrouilla encore plus l'affaire. Ce qui semblait d'abord être une preuve potentielle devint maintenant un mystère complet. Toute cette histoire commença à paraître encore plus irrationnelle qu'avant. Le symbole, qui aurait dû indiquer une explication possible, se révéla non identifié. Cela mettait en doute la théorie sur le caractère rituel du crime, qui initialement aurait pu être proposé par les spécialistes. Le tableau formé devint maintenant encore plus contradictoire. Le meurtre n'était pas lié à la lutte, et le symbole sur la boîte n'avait pas d'explication ni rationnelle ni irrationnelle. Cela mettait l'enquête dans une impasse. La combinaison surprenante d'événements et de faits parlait du fait que ce qui se passait n'était pas un crime ordinaire. Le meurtre ne ressemblait pas à un rituel, et le fait que le symbole n'avait pas de signification connue ne faisait que souligner l'étrangeté de ce qui se passait. Maintenant, l'enquête devait résoudre cette contradiction. Qu'est-ce qui pourrait être derrière ce crime ?
Quel type de personne pourrait être capable de telles actions et pourquoi exactement de cette façon le meurtre fut-il commis? L'origine du symbole devenait la clé, mais sa signification restait un mystère qui nécessitait une solution. Après que James fut inclus dans la liste des suspects, l'enquête commença à travailler avec sa version des événements. Il était important de comprendre à quoi il était occupé le jour de la disparition de Leila et où il était le 1er mai. Il fut interrogé pour la première fois le 5 mai, quelques jours après que son nom soit entré dans le champ de vision de la police. Cet interrogatoire devint un moment tournant, car il devrait donner des réponses qui pourraient soit le justifier, soit en faire le principal suspect. Lors de l'interrogatoire, James fut questionné sur ses allées et venues le jour de la disparition de Leila. C'est une question standard qui est toujours posée au suspect, où il était et ce qu'il faisait. La réponse de James fut courte et ferme. Il déclara que le jour de la disparition de Leila, il avait passé toute la journée chez lui, seul. C'était son alibi, mais, comme il s'avéra, il ne résista pas à la vérification. Il était difficile de ne pas remarquer que sa version semblait trop simple et pratique. Mais, comme dans toute enquête, l'investigation devait vérifier chaque fait. La police commença à interroger les voisins pour confirmer son alibi. C'est une procédure commune, mais dans ce cas, elle devint un moment clé. L'interrogatoire s'avéra plus qu'utile. 2 voisins qui habitaient près de la maison de James informèrent qu'ils l'avaient vu ce même jour, le 1er mai, dans la région du dépôt abandonné. Ils affirmèrent que c'était exactement lui et le décrivirent même comme le même homme qu'ils voyaient fréquemment, ce qui confirma leur certitude dans cette observation. Ce témoignage contrastait brusquement avec sa déclaration qu'il était resté chez lui toute la journée. Maintenant, quand les témoignages des témoins contredisaient clairement les paroles de James, l'enquête procéda à la comparaison de ces données. Furent comparés les protocoles des interrogatoires de James et les témoignages des voisins. À première vue, il semblait que cela pourrait être simplement un malentendu, mais les divergences étaient trop évidentes pour être ignorées. Les témoignages de James ne correspondaient pas à la réalité, et maintenant son mensonge devint évident. Ce moment devint critique dans l'enquête. Le mensonge de James, révélé grâce aux témoignages des voisins, mettait en doute toute sa version. Il ne pouvait expliquer pourquoi il avait été vu dans cet endroit, qui était lié à l'enquête, au moment où il affirmait être chez lui. Cette contradiction affaiblit beaucoup sa position et en fit le principal suspect. Les enquêteurs savaient que ce n'était pas encore une preuve définitive, mais maintenant, considérant les divergences dans son récit, James était au centre de l'attention. Le mensonge, à un moment si important, le rendit extrêmement suspect. Il restait à comprendre comment exactement ses actions étaient liées à la disparition de Leila. Le 5 mai, après le premier interrogatoire de James, l'enquête procéda à la réalisation de la première perquisition dans sa maison. Ce fut un moment important, car la police devait vérifier si elle ne trouverait pas d'éventuelles preuves qui pourraient confirmer ou réfuter les soupçons. La préparation de la perquisition fut minutieuse, car les suppositions des enquêteurs se basaient sur des témoignages, effets contradictoires liés à l'alibi de James. Cependant, aussi soigneusement que l'opération fut préparée, le résultat se révéla complètement insatisfaisant. Le processus fut commun pour ce type de situation. La perquisition fut réalisée dans les locaux résidentiels de James, dans l'espoir de trouver quelque chose qui le lierait à la disparition de Leila. Cependant, malgré tous les efforts, des preuves qui pourraient confirmer sa culpabilité ne furent pas découvertes. Ils regardèrent chaque détail, vérifièrent armoires, tiroirs, objets personnels de James. Mais tout semblait comme s'il n'était pas impliqué dans ce crime. Cela créait l'impression que l'affaire pourrait se prolonger et James pourrait s'avérer innocent. Mais l'enquête ne s'arrêta pas là. Le rejet du résultat de la première perquisition ne devint pas la fin de l'enquête, et la police ne s'étonnait plus depuis longtemps du vide qu'il fallait parfois surmonter dans la recherche de la vérité. Se basant sur les témoignages des voisins et la controverse de son alibi, il fut décidé de réaliser une seconde perquisition,
Et maintenant, l'attention se déplaça vers d'autres locaux qui possiblement n'avaient pas été vérifiés soigneusement auparavant. Le second mandat fut émis le 7 mai. Il incluait non seulement les locaux résidentiels, mais aussi non résidentiels. Le garage de James, où rarement quelqu'un entrait, et qui pourrait cacher des choses oubliées depuis longtemps. Après tout, dans le garage, on garde généralement tout ce qui n'est pas utilisé quotidiennement, de vieilles boîtes, des outils, des papiers inutiles. Dans un tel environnement pourrait facilement se perdre quelque chose. Ce fut un pas logique, considérant le manque de clarté de la situation et la nécessité de vérifier chaque détail. Le groupe d'enquête procéda à la perquisition sans attente particulière, mais avec le calcul qu'il réussirait peut-être à découvrir au moins quelques nouvelles traces. Le processus d'inspection fut routinier. Tout était en ordre. De vieux outils, quelques pièces de voiture, de vieilles boîtes avec des papiers, des choses inutiles pour personne. Chaque coin fut vérifié, et tout semblait aussi commun que tout ce qui était avant. Cependant, parmi les détritus dans le coin du garage, lors de l'inspection minutieuse, fut trouvé un vieux carnet personnel. À première vue, rien d'inhabituel, mais quand les enquêteurs l'ouvrirent, ils trouvèrent quelque chose de choquant. Sur l'une des pages était dessiné un symbole, celui-là même qui était représenté sur la boîte où fut trouvé le corps. Ce fut une découverte impressionnante. Le symbole, qui devint ce moment qui attira l'attention de l'enquête, se révéla maintenant directement lié à James. Le dessin trouvé dans son carnet était une copie exacte de celui qui était sur la boîte. Les preuves qui pourraient expliquer l'étrange symbole étaient maintenant entre leurs mains. Ce fait devint un tournant dans l'enquête, et c'est exactement lui qui lia James au crime. Maintenant apparut une preuve irréfutable qui le plaça au centre de l'enquête. Le symbole, qui semblait seulement un détail étrange, devint soudain la clé qui ouvrit devant les enquêteurs toute une série de questions. Comment apparut-il dans le carnet de James ? Pourquoi ce symbole est-il si intimement lié au lieu du crime ? Tout cela plaçait James dans une position extrêmement inconfortable. Et maintenant, même malgré ses dénégations, l'enquête avait une référence claire pour les actions futures. L'enquête, pas à pas, collectait des preuves pour lier définitivement James au crime. L'un des facteurs les plus importants qui pourrait confirmer définitivement sa culpabilité fut la recherche génétique. La boîte dans laquelle furent trouvées des traces de sang devait être analysée pour prouver sa liaison avec la disparition de Leila. Le sang qui resta dans la boîte fut envoyé au laboratoire pour réaliser une analyse ADN. Le processus fut standard, mais très important. Furent étudiés des échantillons de sang prélevés de la surface de la boîte. Ils furent soigneusement comparés avec le profil de Leila, qui fut obtenu précédemment d'autres sources. Le résultat ne laissa aucun doute. C'était le sang de Leila. Cela signifiait que la boîte dans laquelle fut trouvé son corps lui appartenait réellement. 100% de correspondance. Et ce fait devint un argument fort contre James. Il ne pouvait plus nier sa liaison avec le crime, car le sang localisé dans la boîte indiquait clairement qu'elle faisait partie de ses actions criminelles. Mais pour l'enquête, cela ne fut pas suffisant. Il savait que l'affaire ne se limitait pas seulement aux traces biologiques. Pour confirmer leur version, ils avaient besoin d'être sûrs que le symbole lui-même trouvé dans le carnet de James était aussi lié à ce crime. Ce même symbole qui fut dessiné dans le carnet qui se révéla dans le garage de James devait être recherché. L'expertise graphologique permit de faire un pas de plus important. Les enquêteurs envoyèrent le carnet en expertise pour vérifier si ce dessin fut fait de la main de James. Dans le processus de l'expertise furent comparés des échantillons de son écriture et le caractère des lignes dans le dessin. Étant entre les mains de spécialistes, le dessin se révéla identique à son style d'écriture. Cela devint une preuve de plus convaincante. Conclusion des graphologues. Le dessin fut fait de la main de James. C'était déjà plus que convaincant. Le symbole qui fut trouvé dans son carnet ne correspondait pas seulement à celui qui fut dessiné sur la boîte, mais confirmait aussi sa participation dans cette affaire. Cependant, cela ne fut pas suffisant. Les spécialistes avaient besoin de comprendre pourquoi James dessina ce symbole. Qui avait-il derrière ce dessin et comment était-il lié à l'homme lui-même ?
Suivant les analyses biologiques et graphologiques, l'enquête décida de se tourner vers la psychologie. Comprendre les motifs du criminel devint la prochaine étape. Pourquoi choisit-il un symbole si étrange? Ce n'était pas un élément casuel, tout indiquait des raisons plus profondes et personnelles. L'expertise psychologique de James devint la prochaine étape importante de l'enquête. Les spécialistes réalisèrent une analyse de son comportement, ainsi qu'étudièrent tous les dessins trouvés. Ils essayaient de comprendre ce qui aurait pu le motiver à des actions si étranges. Le dessin sur la boîte et dans le carnet n'était pas simplement un élément graphique casuel. Il avait probablement un sens personnel profond pour James, qui ne pouvait être compris sans analyse de son état psychologique. À la demande de l'enquête fut réalisée une évaluation globale de sa personnalité. La conclusion préliminaire des spécialistes ne laissa aucun doute. James souffrait de troubles mentaux sérieux. Cette conclusion ne justifiait pas ses actions, mais commençait à expliquer pourquoi il pourrait commettre quelque chose de si étrange et cruel. Il dessinait ce symbole parce que cela faisait partie de son état mental, inconsciemment lié à ses vécus internes. Cette découverte plaça devant l'enquête une nouvelle question. Comment un tel trouble pourrait influencer son comportement et quelles actions était-il prêt à entreprendre à l'avenir? Avec chaque nouvelle analyse, chaque résultat, l'enquête se concentrait de plus en plus sur James. Preuves biologiques, graphologiques et psychologiques, toutes le désignaient. L'enquête était maintenant prête à aller de l'avant, car il ne savait pas seulement qui était lié à ce crime, mais commençait aussi à comprendre pourquoi cela s'était produit. L'enquête continuait à travailler non seulement sur la version de James, mais considérait aussi d'autres voies possibles. Dans de tels cas, quand les faits et preuves ne donnent pas de réponse sans équivoque, il faut vérifier chaque variante, y compris ceux qui peuvent être proches de la victime. Avant tout, cela se référait à la famille elle-même. En particulier, l'attention de l'enquête attira le frère de Leila, Max. Les protocoles d'interrogatoire indiquaient la présence de certains conflits dans la famille. Le frère aîné et la sœur n'avaient pas toujours de bonnes relations. De telles circonstances, comme des offenses personnelles ou des disputes, pourraient devenir un motif possible. Bien que de tels cas soient assez rares, les soupçons se référaient à tous ceux qui pourraient être proches de la victime. Vérification de versions, y compris des variantes avec des parents, est toujours une procédure standard dans les enquêtes. Et si c'était exactement avec cela que le crime était lié? Max reçut temporairement le statut de personne soumise à vérification. Cela ne signifiait pas sa participation directe, mais l'enquête était obligée de considérer toutes les variantes. Contre lui, il y avait plusieurs facteurs: conflit avec la sœur, liens familiaux et proximité. Interrogatoire standard, comme toujours, consistait à découvrir où il était le jour de la disparition de Leila. Question: qui est posée dans de tels cas à tous les suspects? Que faisait-il le 1er mai, le jour de la disparition? Ensuite commença le travail commun de l'enquête. Demande, vérification d'alibi. Pour confirmer ou réfuter la version, la police réalisa l'interrogatoire des amis de Max et de son entraîneur. Les fonctionnaires de l'enquête découvrirent que le jour de la disparition, il était à l'entraînement sportif, comme il l'affirmait. L'alibi de Max fut confirmé par l'entraîneur qui donna des témoignages détaillés, ainsi que par 10 autres membres de son équipe. Ce fut une preuve précise et irréfutable, qui ne laissait place à aucun doute. Dès que les preuves confirmèrent l'alibi de Max, son statut dans l'affaire fut reconsidéré. Les enquêteurs élaborèrent un rapport dans lequel ils enregistrèrent officiellement qu'il était exclu du cercle des suspects. Cela signifiait que la ligne d'enquête, qui se référait au frère, était fermée. Maintenant, tout le poids de l'enquête reposait à nouveau sur James. Cependant, cela ne signifiait pas que l'enquête pourrait se relâcher. Au contraire, ils commencèrent à travailler encore plus minutieusement. Il devint vite clair que quelque preuve que ce soit reliant Max à la disparition de Leila ne serait pas trouvée. Cela mena à un nouveau niveau de compréhension. Il était innocent, et maintenant l'attention se concentrait complètement sur James. Son comportement étrange,
mensonge sur l'endroit où il était et lien avec le symbole dans la boîte alarmaient de plus en plus l'enquête. L'enquête ne pouvait pas simplement s'arrêter au comportement actuel de James. Chaque aspect de sa vie, chaque pas qu'il avait fait dans le passé, représentait maintenant un élément important qui pourrait éclairer sa motivation. Pour comprendre pourquoi il avait commis ce crime, les enquêteurs décidèrent de revenir à son passé. L'un des premiers pas dans cette direction fut d'étudier sa vie avant le déménagement à Edmonton. Des demandes furent envoyées aux archives policières dans les villes où James avait vécu avant d'apparaître à Edmonton. Des vérifications de base comme celle-ci sont toujours une partie inaliénable de l'enquête. La police devait découvrir si James avait eu précédemment quelques problèmes, que ce soit avec la loi, s'il y avait eu des cas de recours aux autorités. Ces données, qui à première vue pourraient sembler insignifiantes, pourraient se devenir clés pour comprendre son comportement. Les résultats de la vérification attirèrent immédiatement l'attention. Bien que James lui-même ne fût pas impliqué dans de grands crimes, dans son passé furent découverts 2 incidents alarmants. Dans les 2 cas, des personnes s'étaient adressées à la police avec des plaintes sur le comportement étrange de James. Il avait été remarqué pour observation obsessionnelle d'enfants dans les aires de jeu. Ces plaintes n'aboutirent pas à des accusations, car dans chaque cas, ne furent pas trouvées des bases suffisantes pour l'instauration d'un procès. Mais les recours eux-mêmes montrèrent des symptômes alarmants qu'il était impossible d'ignorer. Les documents des archives indiquaient que dans les 2 cas, les plaintes se référaient exactement à son comportement quand il observait pendant longtemps des enfants. Dans l'un des incidents, selon les témoignages de voisins, James restait fréquemment assis dans la voiture près de l'aire de jeu, suivant attentivement les enfants qui jouaient là. Dans l'autre cas, il fut remarqué comme il restait près d'un groupe d'enfants et observait attentivement leur jeu. Bien que des accusations n'aient pas suivi, les faits eux-mêmes montraient que son comportement laissait après lui des traces alarmantes. Ces moments furent ignorés, mais maintenant ils revenaient à la surface. Les enquêteurs comprenaient que si à ce moment-là ces incidents pouvaient sembler accidentels, maintenant ils semblaient être des signaux importants, qui indiquaient des inclinations inhabituelles et parfois dangereuses de James. Ces 2 cas ne devinrent pas des procès criminels parce que ne fut pas prouvée la présence d'un délit. Mais ils devenaient une partie importante du tableau qui se formait en relation avec James. Quand ces incidents furent comparés avec l'enquête actuelle, il devint évident que son comportement suivait un certain modèle alarmant. Il ne s'impliqua pas simplement dans des circonstances étranges, liées à la disparition de Leila. Sa vie avant cela avait aussi été remplie d'éléments de comportement déviants. L'observation obsessionnelle d'enfants, comme il se révéla, ne fut pas accidentelle, mais systématique. C'était important parce que cela permit à l'enquête de révéler une régularité qui était maintenant au centre de l'enquête. Tout indiquait que son comportement au cours de nombreuses années devenait graduellement de plus en plus irrationnel et dangereux. Ce ne fut pas un crime accidentel, mais partie d'un modèle qui devenait plus clair avec chaque nouvel élément de l'enquête. Le passé de James devenait maintenant partie de sa personnalité et expliquait pourquoi il pourrait commettre un tel crime. Il avait un modèle stable de comportement qui indiquait un intérêt malsain pour les enfants. Cette connaissance renforçait les soupçons que ses actions n'étaient pas un hasard, mais partie d'un problème plus profond et alarmant que l'enquête était maintenant prête à révéler. Le 10 mai, pendant un autre interrogatoire, James fit face à une épreuve insupportablement lourde. L'enquêteur commença avec la preuve la plus puissante, le carnet trouvé dans le garage du suspect. Ce n'était pas simplement un objet, mais un lien réel avec le crime. Et l'enquêteur était convaincu que c'était exactement cette preuve qui deviendrait ce moment de tournant qui détruirait la défense de James. Il plaça soigneusement le carnet sur la table devant James et sans hâte prononça « Qu'est-ce que ce dessin ? Pourquoi était-il dans ton carnet ?» La question fut directe et simultanément incroyablement forte, car le symbole qui fut trouvé dans le carnet coïncidait exactement avec celui qui avait été dessiné dans la boîte où ils trouvèrent ensuite Leila. Cela ne pouvait pas être un hasard. James, ne s'attendant pas à une attaque si directe, se tut.
Il n'essaya pas de se justifier. Il n'y eut pas un mot, pas la moindre réaction. Il resta simplement silencieux, ce qui en soi parlait plus que n'importe quel mot. Ce fut un silence qui ne laissait aucun doute. Il n'avait pas de réponse à cette question. L'enquêteur continua la pression. Il savait qu'il fallait presser James, ne donnant pas de temps pour les réflexions. Il passe à la seconde preuve, non moins importante, le faux alibi. L'enquêteur savait que James affirmait être resté à la maison toute la journée le 1er mai, mais les témoignages de voisins réfutaient ses paroles. Il pouvait mentir, mais les témoignages de personnes qu'il avait vues près du dépôt mettaient en doute tout ce qu'il disait. « Tu as été vu au dépôt le 1er mai. Pourquoi n'as-tu pas mentionné cela ?» continua l'enquêteur, ouvrant devant James de nouveaux faits. Le ton de l'enquêteur fut dur. Il lisait les témoignages de témoins qui décrivait avec précision ses actions ce jour-là. James, commençant à devenir nerveux, commença à répondre de façon confuse. Ses mots se mélangeaient. Il commençait à répondre une chose et en une seconde changeait d'avis. Dans ses réponses, il n'y avait pas de confiance, seulement de la désorientation. Ce fut un moment clé. Si au début il essayait de rester calme, maintenant son visage commença à montrer des signes de tension. Il sentait clairement comment sa défense s'effondrait. Lorsque l'enquêteur se leva et présenta à James les résultats de l'expertise psychologique, l'atmosphère dans la salle devint encore plus lourde. Ce fut le dernier coup à son état psychologique, à ses caractéristiques personnelles. La conclusion des spécialistes, qui avaient étudié son comportement et ses réactions, confirmait qu'il souffrait de troubles mentaux. La question n'était pas de savoir dans quelle mesure il pouvait être responsable, mais comment ces troubles pouvaient influencer ses actions. Le portrait psychologique, élaboré sur la base d'observations de son comportement, devint le dernier clou dans sa défense. Au début, James essayait encore de se justifier, mais bientôt son visage se déforma. Il se ferma, clairement. Son regard devint distant, comme s'il avait cessé de percevoir ce qui se passait autour. « Je ne me souviens pas de cela. Peut-être que ce n'était pas moi », dit-il en réponse aux dernières questions, et ces mots devinrent le moment conclusif de l'interrogatoire. Ce ne fut pas un aveu, mais il était évident que James n'était pas prêt à assumer la responsabilité de ce qui avait été commis. Ces mots pouvaient être interprétés comme un éloignement de ce qui se passait, comme une reconnaissance qu'il ne ressentait pas sa culpabilité, bien qu'il comprenne que tout indiquait sa participation. Les enquêteurs notèrent cette phrase dans le procès-verbal. Elle devint le moment clé de l'affaire. Bien qu'il n'y ait pas eu d'aveu, le refus de responsabilité et l'indéfinition dans ces mots mettaient tout dans un nouveau contexte. L'interrogatoire montra que James essayait de fuir la vérité, mais tout son comportement, toutes les preuves, toutes les expertises indiquaient une seule et même personne. Après que l'interrogatoire de James n'ait pas donné de résultat définitif, l'enquête continua à chercher de nouvelles pistes. Même après toutes les preuves et la pression psychologique, il restait des questions qui nécessitaient des réponses claires. Les enquêteurs comprenaient que pour vraiment briser le suspect, ils devaient trouver des preuves irréfutables qui le liaient définitivement au crime. Il semblait que l'affaire arrivait à une impasse. À première vue, tout avait déjà été vérifié. L'alibi de James, son comportement, les preuves trouvées chez lui, et même les résultats de l'expertise psychologique. Cependant, les enquêteurs ne pouvaient pas abandonner la pensée que quelque part, possiblement, il y avait quelque chose qu'ils avaient manqué. Le temps ne s'arrêtait pas, et l'enquête continuait à travailler sans se rendre. Il fut bientôt décidé de faire un nouveau tour de la région. Normalement, de telles démarches n'apportaient pas de résultats significatifs, car tous les lieux clés avaient déjà été soigneusement examinés. Mais cette fois, quelque chose changea. L'un des adolescents, qui habitait près, mentionna qu'il avait filmé une vidéo sur son téléphone le jour de la disparition de Leila. Il observa que dans la vidéo, il n'y avait rien d'inhabituel, mais dans le cadre était visible la région où se trouvait le dépôt abandonné. Ce fut une piste fortuite, mais qui pourrait devenir importante. Les spécialistes confisquèrent immédiatement l'enregistrement vidéo. À première vue, le contenu de la vidéo était insignifiant.
Tout l'enregistrement était principalement consacré au jeu des adolescents et il n'y avait rien qui puisse immédiatement attirer l'attention. Cependant, les spécialistes, regardant attentivement le matériel, remarquèrent un détail étrange. Dans l'arrière-plan de la vidéo, dans l'un des coins du cadre, on voit de l'activité près du dépôt abandonné, celui-là même où le corps fut trouvé plus tard. Ce fut un détail insignifiant, mais qui devint instantanément une preuve importante. Les enquêteurs commencèrent immédiatement le processus d'amélioration de l'image. Le traitement numérique permit d'obtenir une image plus claire, ce qui rendit le cadre plus net. À chaque nouveau cadre, il devenait évident que dans la vidéo était capturée une personne qui tirait une grande boîte en direction du dépôt. Et finalement, le moment qui changea complètement le cours de l'enquête. Après agrandissement et stabilisation de l'image, dans la vidéo, on voit distinctement comment James traîne une boîte vers l'intérieur du dépôt. Ce moment devint la preuve définitive et irréfutable de sa participation au crime. Maintenant, il n'y avait plus de doute. L'enregistrement irréfutable, fait de manière fortuite, devint la clé qui détruisit complètement sa défense. Tous les doutes disparurent. James était lié au lieu du crime, et ses tentatives de nier sa participation semblaient infructueuses. L'enquête était maintenant prête à passer à la prochaine étape: arrestation et présentation d'accusations. Le 15 mai, dans la salle d'interrogatoire, régnait un silence tendu. L'enquêteur, ne s'éloignant pas de son objectif, décida de mettre James face au fait. Sur l'écran de l'ordinateur portable apparut le fichier vidéo. L'enquêteur passa silencieusement quelques secondes, donnant au suspect l'opportunité de voir l'enregistrement. Ce fut sa dernière arme, la vidéo qui montrait sans aucun doute comment James traînait la boîte vers le dépôt abandonné. Chaque cadre était important. Mais maintenant, tout le poids des preuves pesait sur James. Il ne pouvait plus nier sa participation. James regardait l'écran. Dans ses yeux, il n'y avait pas de surprise, de peur ou de colère, seulement le vide. Il n'essaya pas de se justifier, ne commença pas à se défendre, ne prononça pas un mot. Toute sa réaction fut dans ce silence. Il s'assit simplement, regarda et ne bougea pas, comme s'il comprenait que maintenant tout ce qu'il dirait ne changerait pas la situation. L'enquêteur, remarquant cela, ne se dépêcha pas de continuer. Il éteignit la vidéo et la salle se remplit de silence. Cette pause fut lourde et longue. Le temps semblait s'être arrêté et tout l'air semblait saturé de tension. Le procès-verbal enregistra cette pause. Il semble qu'à ce moment, James commença à percevoir que toutes les preuves étaient contre lui. Mais il ne dit pas un mot. Il s'assit dans l'ombre de son silence, essayant de quelque manière de faire face à la pression interne. Le silence entre lui et l'enquêteur dura quelques minutes, et chaque moment semblait que quelque chose était sur le point de se passer. Alors, finalement, il brisa le silence. James, bougeant sur sa chaise, prononça silencieusement « Je ne voulais pas la tuer ». Ces mots simples, prononcés à voix basse, devinrent le point culminant de toute l'enquête. Ce ne fut pas un aveu au sens complet, mais une phrase qui mit un point final. Il reconnut sa participation, mais essayait de quelque manière de minimiser ses actions. Il était évident que ces mots n'étaient pas une tentative de justification, mais aussi pas une responsabilité complète pour ce qui avait été commis. Je ne voulais pas la tuer. Cela devint sa phrase enregistrée dans le procès-verbal et c'est exactement elle qui remit tout à sa place. James ne lutta pas contre les faits. Son silence et cette phrase devinrent le témoignage que sa psyché fut détruite sous le poids des preuves. Il n'essayait pas de rejeter ses actions, mais ne pouvait pas non plus reconnaître complètement sa culpabilité. Ainsi se termina la deuxième étape de l'enquête, et devant l'enquête se dressait un nouveau défi: comprendre quelle fut la motivation réelle de James et ce qui était derrière ses actions. Après l'aveu de James, l'enquête procéda à une étape importante: la reconstitution des événements pour comprendre comment exactement les événements se déroulèrent ce jour fatidique. Ce ne fut pas simplement une procédure, mais un élément nécessaire pour la consolidation définitive des preuves
et la formulation d'accusations qui pourraient être utilisées au tribunal. L'expérience investigative fut planifiée pour le 16 mai. James fut emmené au lieu où tout s'était passé. Il devait démontrer comment exactement il avait trouvé Leila et l'avait emmenée au dépôt. Le temps et le lieu de cette expérience furent choisis pour reproduire au maximum précisément l'environnement. James, sous le regard attentif des enquêteurs, se tint à l'entrée de ce même dépôt où ses actions avaient mené à la tragédie. Il indiqua l'endroit où il avait trouvé Leila et de manière contenue raconta comment il s'était approché d'elle. Selon ses mots, il l'avait vue quand elle marchait dans la rue. Il lui avait proposé de passer par le dépôt, promettant de lui montrer quelque chose d'intéressant. Ce fut un piège typique dans lequel Leila tomba, ne soupçonnant pas le danger. Il affirmait que sa curiosité joua son rôle et elle accepta d'aller avec lui. À ce moment, il y avait tout ce qui pourrait expliquer pourquoi elle le suivit sans résistance. Cet épisode fut un maillon important dans la chaîne d'événements. Il montra que le crime ne commença pas par la violence, mais par la manipulation. Quand l'enquêteur demanda ce qui s'était passé ensuite, James commença à décrire comment les événements commencèrent à se dérouler à l'intérieur du dépôt. Il informa que quand ils se trouvèrent dans l'ombre des vieilles choses, il essaya de la tenir, mais elle commença à crier. Ce moment devint décisif. Tout devint plus brillant dans ses souvenirs. James avoua qu'en entendant ces cris, il paniqua. Il ne voulait pas que quelqu'un entende et vienne au secours. Et alors, il commença à agir. En réponse aux cris d'elle, il essayait de la forcer à se taire. Il déclara qu'à ce moment, il commit des actions qui menèrent à son étranglement. Ce ne fut pas un meurtre planifié, mais un acte impulsif, causé par la peur d'être pris. Sa voix tremblait quand il décrivait cela. Il ne pouvait pas expliquer complètement pourquoi exactement il agit ainsi, mais toutes ses paroles disaient que cela fut fait dans un élan de peur et de préoccupation, non contrôlé par lui à ce moment. Les enquêteurs demandèrent alors à James d'expliquer ce qu'il avait fait après que Leila eut cessé de donner des signes de vie. Il serra les dents et commença à décrire ses actions. Il raconta comment il avait trouvé une grande boîte en carton dans le coin du dépôt, comment il y avait mis Leila, essayant de cacher les traces de son crime. Ce fut une perception terrible de combien froidement il agit après avoir commis le crime. Mais le détail le plus étrange qui resta après cela fut lié au symbole que James avait dessiné sur la boîte. L'enquêteur demanda la signification de ce dessin, mais James ne put expliquer pourquoi il l'avait fait. Il affirmait qu'il avait simplement pris le marqueur et dessiné le symbole, sans penser à sa signification. Cela restait le dernier élément d'irrationalité dans ses actions, tentative de cacher les traces, mais en même temps laissant quelque chose qui ne pouvait être compris, ni alors, ni après. La reconstitution de l'incident confirma tous les faits qui étaient déjà connus de l'enquête et donna de nouveaux détails encore plus terribles. James maintenant non seulement reconnut sa participation, mais aussi dans ses actions, montra combien facilement aurait pu arriver un meurtre qui devint le résultat de décisions impulsives. Le procès judiciaire commença le 18 mai, 2 mois après l'arrestation de James. L'accusation fut claire et fondée, meurtre avec circonstances aggravantes. Le procureur, présentant l'affaire, se concentra sur des preuves convaincantes. Il commença par une description détaillée des moments clés de l'enquête qui confirmait la participation de James. L'enregistrement vidéo dans lequel on voit comment il entre dans l'entrepôt avec une grande boîte en carton devint l'argument principal de l'accusation. Furent aussi considérés les aveux de James, ses actions sur la scène de crime, ainsi que le résultat des expertises. Tout cela composait une base probante de faits. Les preuves rassemblées par l'enquête sont absolument exhaustives. Nous avons un enregistrement vidéo dans lequel l'accusé lui-même est enregistré violant la loi et ses aveux de culpabilité, prononça le procureur. Son discours fut confiant et contenu, comme tout le procès. Il comprenait que ces faits ne laissaient pas de place au doute. Et chaque moment du procès élevait le poids des accusations. Après la proclamation de toutes les preuves, le tribunal passa à la défense. L'avocat de James, comme attendu,
commença à construire sa ligne de défense sur l'état psychologique de son client. Il affirmait que James se trouvait en trouble psycho-émotionnel qui aurait pu influencer sa perception de la réalité au moment de commettre le crime. Notre client n'était pas en condition de contrôler ses actions. Il se trouvait en état affectif, déclara l'avocat. Il essayait d'adoucir la punition, se basant sur l'expertise psychiatrique, qui montrait des signes de trouble mental, mais ne le rendait pas complètement irresponsable. Cependant, cet argument ne fut pas suffisamment convaincant pour le tribunal. Les arguments de la défense sur l'état d'affect furent rejetés, car l'accusation réussit à prouver que James avait agi consciemment. Le juge, écoutant tous les côtés, détermina que l'état mental de l'accusé ne le libérait pas de la responsabilité pour ce qui fut commis. Le jour 20 mai, le juge proclama la sentence. Il reconnut James coupable de meurtre avec circonstances aggravantes, rejetant en même temps les arguments de la défense sur l'irresponsabilité. Le tribunal détermina que malgré le trouble mental, les actions de l'accusé furent conscientes et par conséquent, il doit subir une punition. La sentence fut sévère. James fut condamné à 25 ans de privation de liberté. Ce verdict mit un point à l'affaire qui dura plusieurs mois, mais apporta la justice, malgré toutes les tentatives de justification. Le regard sur le destin de James devint clair. Il devrait répondre de ses actions. Et maintenant sa vie était entre les mains du système de justice. Cette sentence fut le point final dans l'enquête. Maintenant, quand tout était terminé, il ne restait que la pensée que devant la justice ne peut se cacher aucun crime, si confus soit-il. Après le procès judiciaire, la vie de la famille de Leila changea pour toujours. La mère et le frère aîné, Max, malgré la sentence prononcée, n'arrivant pas à trouver leur place à Edmonton. La ville où ils perdirent une personne proche n'était plus un foyer pour eux. Pendant une année après le tribunal, ils prirent la décision de vendre la maison et quitter la ville natale. De cet endroit ne resta rien d'autre que douleur et souvenirs. Ce fut une décision difficile, mais nécessaire. Leila ne reviendra pas, et l'amertume de la perte sera avec eux toujours. Leur départ devint le symbole que les blessures au cœur ne guérissent pas, et même après la justice, les personnes restent brisées. Cette tragédie ne passa pas inaperçue pour toute la ville. Edmonton, tranquille et calme, semblait toujours protégé d'événements si terribles. Cependant, ce qui arriva à Leila ébranla tout le monde. Aux autorités de la ville ne resta rien d'autre que réagir. Le conseil municipal prit la décision de renforcer les mesures de sécurité dans les lieux publics. Dans les terrains de jeux pour enfants, les parcs et autres lieux de repos furent installés des caméras supplémentaires de vidéosurveillance et le patrouillage fut significativement renforcé. Ces mesures furent dirigées pour que quelque chose de similaire ne se répète pas. Et bien que personne ne puisse rendre les vies perdues, les autorités essayaient de rendre le sentiment de sécurité à la ville. Cependant, malgré tous ces changements et efforts pour améliorer la sécurité publique, les questions qui ne furent pas résolues continuaient à préoccuper. Combien d'autres personnes comme James se cachent parmi nous? Et comment comprendre quel symbole il dessina sur la boîte? Les recherches psychiatriques montrèrent des signes de trouble, mais le diagnostic exact ne fut pas établi. Ce qui exactement le motivait, pourquoi le symbole fut dessiné et quel rôle il joua dans ce crime, ces questions restèrent sans réponse définitive. L'affaire fut fermée, James fut condamné et envoyé pour accomplir sa punition. Mais pour beaucoup de personnes, spécialement pour sa famille, cela ne devint pas une vraie fin. Les questions restaient, et la réalité de ce qui était arrivé continuait à poursuivre ceux qui furent impliqués dans cette tragédie. Et bien que la justice ait été rendue, chacun restait avec la question sur ce qui d'autre pourrait être caché dans cette histoire, et ce qui mena une personne à des actes si terribles.